Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ici pour les terminales en spécialité physique-chimie pour préparer le bac. Ok. Alors, dans le thème numéro 2, mouvement interaction, je vous propose donc la dernière vidéo, en tout cas pour le programme du bac, concernant donc le chapitre mouvement dans un champ de gravitation. Alors, en réalité, cette vidéo-ci est en lien avec le thème numéro 4. Je vais quand même le traiter, même si on n'a pas fait de vidéo cours là-dessus, mais on aura l'occasion d'en parler peut-être prochainement. Donc, en effet, on va parler de lunettes aussi astronomiques dans cette vidéo, ok? Donc, ce sera coupé en deux parties indépendantes, vous verrez. Donc, si vous avez déjà traité la lunette astro, que vous voulez regarder quand même, que ça peut vous rappeler des idées, n'hésitez surtout pas à le faire. Et si vous n'avez pas encore traité la lunette astro, ne vous inquiétez pas, on va le faire prochainement, ok? Soit là, soit plus tard, enfin bon, je verrai comment je vais couper. De toute façon, là, le bac étant terminé, bon, je vais couper un peu comme je peux, ok? Bon, alors, du coup... voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayer de lire toutes les données qui vous sont marquées. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc, c'est parti, mon kiki. Première partie, donc partie A. C'est autour de la troisième loi Kepler en particulier. Que nous allons travailler. Alors, donc là, première chose, mesurer avec le plus de précision possible la périodicité donc, de révolution de l'exoplanète PEG 51 PEG B autour de son étoile. Alors, du coup, là, c'est ultra important. Première chose que vous devez avoir en tête toujours, quand vous voulez faire ce genre d'exercice, c'est tout simplement, quand on vous dit de mesurer avec le plus de précision possible, c'est-à-dire qu'il faut en prendre plusieurs, ok? C'est-à-dire, vous n'allez pas prendre une période ou deux, vous en prenez vraiment le plus possible, ok? Parce que plus vous allez en prendre, plus vous serez précis. Parce qu'en fait, à chaque mesure de période, dites-vous, il y a une certaine incertitude, ok? Et plus vous allez en prendre, et en fait, plus vous allez diminuer l'incertitude, en fait, sur la mesure. Tandis que si vous en prenez qu'une, admettons que ce résultat était très incertain, il était très éloigné de la réalité, du coup, là, vous êtes un peu mal barré. Tandis qu'en prenant plusieurs, vous êtes sûr de bien vous retrouver, ok? Alors, sur le graphique, donc là, je ne vais pas entièrement rédiger, mais sur le graphique, qu'est-ce qu'on a? On relève que 8t, 8 fois la période, c'est égal donc à la chose suivante, 9,4 cm. Donc ça, c'est schéma. Or, du coup, toujours d'après le schéma, là pareil, si vous voulez précis, marquer des points bac, il faut faire comme ça, ok? Parce que je sais, il y a des profs, bon, quand vous mesurez à peu près, ça leur dérange pas, mais il y a des profs, autant, ça passe pas. Donc, il faut être précis, ok? Et là, la meilleure façon d'être précis, c'est faire comme si vous traciez, quand on trace des vecteurs vitesse, il faut faut faire une échelle, ok? Donc, or, qu'est-ce que vous constatez? De 0 à 40 ans, donc là, il faut avoir le schéma sous les yeux. Et en fait, 40 jours, ça correspond à 11,4, c'est 11,1 même centimètres sur le schéma. Donc ça, c'est toujours sur le schéma. De ce fait, donc, on en déduit que 8t, c'est égal donc à la chose suivante. Donc c'est égal à, tout simplement, donc vous faites un type produit en croix, hein. Donc vous n'allez pas vous embêter. Donc vous allez prendre les 40 jours que vous allez multiplier par 9,1, 9,4 divisé par 11,1. Ok, donc ça fait 40 fois 9,4 divisé par 11,1 cm. Et donc vous trouvez tout simplement la chose suivante, 34 jours, quand vous effectuez le calcul. Ok, voilà. Donc ça veut dire, là pareil, je vais convertir ça directement le plus précisément possible. Donc ça fait T, donc là on divise par 8, donc ça fait 4,2 jours. Ok, donc là on divise par 8 tout simplement. 4,2 jours, bon ça m'énerve un peu, je vais l'avoir en secondes. Donc là, on va faire toutes les conversions classiques. Dans 4 jours, vous avez 4 fois 1 jour. Ok, et dans 4 jours, vous avez 4 fois 24 heures du coup. Ok, et dans chaque heure, il y a 3600 secondes. Donc plus de 0,2 jours. Donc là, dans 0,2 jours, vous avez à chaque fois 24 heures. Et dans chacune de ces 24 heures, vous avez 3600 secondes. Voilà. Donc là, vous voyez, en même temps que j'écris, je fais calcul. Et après calcul, donc on trouve normalement, en appliquant le bon nombre de chiffres significatifs, 3,63 10 puissance 5 secondes. Voilà. Alors là, c'était pas nécessaire de convertir en secondes, mais ça va nous servir pour la suite. Donc c'est pour ça que j'ai fait, comme ça on gagne du temps. Ok. Question 2.
Question 2, donc ça, c'est un classique aussi qu'on peut rencontrer parfois sur des exos de troisième loi Kepler. C'est tout simplement de faire de l'analyse dimensionnelle. Donc de choisir l'argumentant parmi les quatre expressions, celle qui pourrait correspondre à la troisième loi Kepler pour la situation étudiée. Alors bon, et donc l'argumentation, pareil, elle s'appuie sur une analyse dimensionnelle. Alors là, je vais vous montrer une petite méthode qui vous permet d'économiser beaucoup de papier, de temps et plein de choses. Ok? Très utile dans le supérieur. Dommage qu'on ne l'enseigne pas au lycée. Parce que vraiment, cette méthode, elle permet de gagner du temps, tout simplement. Et donc, c'est très très bien de la faire. Alors, du coup, ça consistait à faire une analyse dimensionnelle, vous avez compris. Mais au lycée, le problème pour faire une analyse dimensionnelle, tout dépend du prof, mais il y en a qui vous font écrire des phrases, des pâtés, des rectangles, tout ce que vous voulez. Bon, c'est bien, mais c'est long. Surtout que dans le supérieur, on ne peut même pas comme ça. Dans le supérieur, il existe une méthode beaucoup plus simple pour faire de l'analyse dimensionnelle. Donc, je vais vous la montrer dans cette vidéo. Comme ça, ça peut vous aider dans vos futurs contrôles. Ok? Voilà. Donc, du coup, tout simplement, dans un premier temps, à chaque fois, vous voyez que vous avez t carré sur r cube. Donc, vous allez essayer de trouver l'unité de ce que c'est t carré sur r cube. Et il y a un symbole pour dire unité 2. Pour dire unité 2, vous allez mettre entre crochets comme ça. Vous allez dire unité de t carré sur r cube. Donc, entre crochets comme ceci. C'est égal à unité de t carré divisé par unité de r cube. Et après, donc l'unité de t carré, c'est des secondes au carré. Divisé par l'unité de r. L'unité de r, donc c'est une longueur. Donc ça va des mètres puissance 3. Vous avez des secondes au carré divisé par des mètres cubes. C'est-à-dire c'est secondes puissance 2 fois mètre puissance moins 3. Donc ça, j'ai l'unité de ça. Ok, j'ai l'unité du rapport. Donc ce rapport, à chaque fois, il doit être homogène à une unité. Enfin, maintenant, tout ce que je dois trouver là, donc sur les 4 formules, il faut que je trouve la formule qui est homogène à cette unité. Ok. En fait, il faut que ça corresponde là, les rapports. Il faut qu'ils aient la même unité. Donc on dit il faut que le rapport soit homogène. Pour vérifier qu'un rapport est bien homogène, il faut que du coup, l'unité que vous avez sur le membre de gauche soit égale à l'unité qui est sur le membre de droite. Et là, donc, on dit que le rapport est homogène. Donc bon, je vais pas commencer avec la première formule, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Je vais directement m'attaquer sur la deuxième formule. Voilà. Parce que sinon, c'est pas marrant. Donc, t carré sur r cube, on a compris, c'est 2 secondes divisé par... Enfin, c'est 2 secondes mètre moins 3. Donc, on va essayer de voir l'unité de g fois la masse de 51 peg A divisé par 4 pi carré. Donc ça, c'est égal à unité de G fois unité de G multiplié par unité de M51 peg A sur unité de 4 pi carré. Après, vous pouvez dissocier unité de 4 pi carré. Bon, pi, c'est une constante. Vous avez vu au carré, ça va encore donner une constante. Vous multipliez par 4, ça va donner un nombre constant. Donc en fait, l'unité d'une constante, on ne dit pas que c'est 0. On dit juste que c'est 1. Voilà. Et après, la unité d'un produit, c'est le produit de chaque unité. Donc, c'est l'unité de G fois unité de M51 peg A. Unité de G, du coup, c'est quoi? G, c'est une constante. Normalement, on vous donne toujours l'unité d'un énoncé, parce qu'elle n'est pas à connaître, en tout cas pour le bac. C'est des mètres cubes, seconde moins 2 par kilogramme. Donc, multiplié par unité de la masse, donc c'est 10 kg. Donc là, après simplification, vous trouvez mètre cube, seconde moins 2. Est-ce que c'est homogène à ce qu'on avait tout à l'heure? C'est seconde carrée fois mètre moins 3. Donc ça, c'est pas homogène à des secondes carrées, mètre moins 3. Et donc, c'est pas homogène non plus à l'unité de t carré sur r cube. Donc ça, niet, nada, ça fonctionne pas. Donc ça ne marche pas. Voilà, je rédige pas plus, mais pareil, après, vous dites, une fois que vous êtes arrivé là, vous dites que les unités étant différentes, la relation ne convient pas. Ou vous pouvez même dire tout simplement en une phrase, cette relation ne convient pas. Ensuite, là, on va faire pareil pour la troisième formule, ok. Donc, troisième formule, c'est pareil. Unité de 4 pi carré sur G fois la masse du soleil. Alors, là, pareil, petite subtilité, vous allez voir tout de suite. Donc, ça, c'est égal à quoi? Unité de 4 pi carré divisé par
unité de G fois la masse du Soleil. Unité 4 pi carré, je trouve que ça fait 1, puisque c'est une constante, et on divise par unité de G fois la masse du Soleil, c'est-à-dire unité de G fois l'unité de la masse du Soleil. Ok. Unité de G, on l'a dit, donc c'est des mètres cubes par tout simplement la chose suivante, donc par seconde au carré par kilogramme, fois la masse du Soleil, donc qui est elle-même en kilogrammes. Le tout en inverse. Donc ça fait 1 sur mètre cube seconde moins 2. Et après simplification, ça fait donc seconde au carré mètre moins 3. Donc ça, a priori, c'est homogène à l'unité de t carré sur r cube que nous avons établi au départ. Mais là, qu'est-ce qui cloche dans cette relation? Et si on la compare avec la première, là, la première, on parle d'un masse de 51 peg A et d'un masse du Soleil. Donc il faut peut-être savoir autour de quel astre je tourne. Ça, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. La masse que vous allez avoir toujours au dénominateur, c'est la masse en fait, de l'objet attracteur. Ok, donc de l'objet autour duquel l'objet étudié tourne. Ok, bravo. Par exemple, si vous prenez un soleil, une planète qui tourne autour du Soleil, et en fait, la masse que vous avez au dénominateur là, ça correspond à la masse du Soleil. Ok, donc de l'astre qui attire. Ok, ou d'objet attracteur. De masse importante. Donc là, on vous dit quoi? Et on vous dit tout simplement que dans le cas du système double, constitué d'exoplanètes 51 PEG B et de son étoile 51 PEG A, et tout simplement, les deux astres tournent autour d'un centre de masse B du système double. Et donc là, de façon simple, du coup, ah oui, là on vous donne même avant. On vous dit que, donc là c'est au tout début, avant même les données, on vous dit en 2019, donc Michel Mayer et Didier Queloz obtiennent le prix Nobel pour la découverte en 1905 d'une exoplanète nommée 51 PEG B orbitant autour d'une étoile de type solaire nommée 51 PEG A. Donc là, cette formule ne peut pas marcher puisqu'en effet, notre objet, donc 51 PEG B, tourne autour de l'étoile 51 PEG A. Ok, donc là, au dénominateur, j'aurais dû avoir 51 PEG B. PEG A, pardon. Ok, donc ça ne convient pas. Donc cette relation ne convient pas. Car, tout simplement, 51 PEG B tourne autour de 51 PEG A et non du Soleil. Voilà. Donc ça, cette relation ne marche pas. Dernière chose, donc formule numéro 4. Et ça, honnêtement, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça par analyse dimensionnelle, comme je vous montre là. Bon, certes, moi, je détaille, donc ça met du temps, mais honnêtement, sans une copie, ce que je fais là, je le fais en 30 secondes. Donc, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça que d'écrire de longues phrases, parce que les phrases, parfois, on se perd. Tandis que là, on se perd pas. C'est que du calcul. Donc, si vous êtes un minimum bon en calcul, vous pouvez rapidement finir le sujet. Donc, du coup, ici, la quatrième formule. Donc, l'unité de 4 pi carré G divisé par masse de 51 PEG A. Bon, ça on dit que c'est égal à l'unité de 4 pi carré G divisé par unité de masse de 51 PEG A. Ça on dit aussi que c'est égal à l'unité de 4 pi carré fois unité de G divisé par unité de la masse de 51 PEG A. Ça, du coup, unité de 4 pi carré, on l'a dit plusieurs fois, c'est une constante, donc ça fait 1 fois unité de G. Unité de G, donc c'est des mètres cubes par seconde carré par des kilogrammes, divisé par la masse. Donc l'unité de la masse, c'est des kilogrammes. On simplifie, donc ça fait mètre cube seconde carré kilogramme moins 2, ok, kilogramme moins 1 divisé par kilogramme. Donc en fait, ça fait moins 1 moins 1, donc ça fait moins 2. Et ça, donc, c'est différent de mètre, non, de seconde carré, mètre moins 3. Ce qui est différent, donc, de l'unité de t carré sur r cube. Ok.
Bon, alors là, pareil, bon, c'est pas très bien établi, mais normalement, on devrait écrire ça, enfin, ça, on le met en ligne, ok? On met en colonne, mais c'est pas aller plus vite que j'écris comme ça. Donc là, pareil, vous mettez la même phrase, la formule ne correspond pas, parce que pas d'homogénéité entre les unités. Bon, et du coup, on va prendre la première formule, mais pourquoi? Bah, c'est tout, donc là, tout simple, hein. Donc, l'unité T carré sur R cube, on a dit, c'était des secondes carrées par mètre cube. Donc là, du coup, on va avoir juste une unité de ce qui est en membre de droite, 4 pi carré sur G fois masse de 51 peg A. Donc là, c'est exactement la même procédure que pour la troisième relation. Donc là, bon, j'allais un peu plus vite. Je dis que c'est 1 divisé par unité de G fois masse de 51 peg A. Donc l'unité de G, c'est mètre cube seconde moins 2 multiplié par kilogramme. Moins 1 multiplié par kilogramme, puisque sa masse de peg, de 51 peg A. Après simplification, vous avez 1 divisé par mètre cube fois seconde moins 2. Et encore, petite simplification, ça fait seconde puissance 2 fois mètre puissance moins 3. Donc ça marche. On dit que c'est homogène à une unité de t carré sur r cube. Et donc ça, c'est exactement la bonne relation. Parce qu'on tombe bien autour de 51 peg A. 4pi c'est une constante et G c'est une constante aussi. Et on est bien homogène à une unité de seconde carré par mètre puissance moins 3. Ok, bravo. Donc nickel. Voilà, donc c'est un petit peu long à rédiger, surtout c'est la première fois qu'on le faisait, je crois, sur cette chaîne d'analyse dimensionnelle. Voilà, donc c'est fait. Et donc, cette question, elle est importante puisque ça va nous permettre de retrouver la valeur de la distance petit r séparant la planète 51 peg B de son étoile. Ok, donc question 3, on cherche R, la distance entre 51 peg B et son étoile, donc entre 51 peg B et 51 peg A. Ok. Bon, alors on y va. Donc combien est-ce que nous avons? Donc on a G. Alors, vu qu'on a mis tellement de fois son unité, je vais mettre 6,67 10 puissance moins 11 la unité du système international. On a la masse donc de 51 peg A. Donc là, il est donné normalement d'énoncer. Alors vérifie bien que c'est les bonnes unités. Tac, 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 tac. La masse 51 peg A, 1,439 10 puissance 30 kg. Ok. Voilà, donc vérifiez toujours que c'est les bonnes unités, comme ça vous n'avez pas de problème. Et après, vous appliquez la formule. Donc, or, d'après 2, et on a dit que tout simplement t carré sur r cube, c'est égal 4pi carré sur g fois la masse de 51 peg A. Ça, c'est d'après 2. Après, vous voulez donc chlorine en orbite. Donc là, vous faites un produit en croix. Donc, vous dites que r cube, c'est égal à quoi? C'est t carré fois G fois masse de 51 peg A divisé par T carré. Ok. Enfin non, pardon. Divisé par 4 pi carré plutôt. Ça pareil, pourquoi? C'est ça fois ça que vous divisez par ça. Ok. Et après, vous voulez le ré en tout court. Donc là, vous dites c'est tout ça puissance entière. Donc ça fait T carré fois G fois masse de 51 peg A sur 4 pi carré. Et ça, puissance entière. Alors, puissance entière, ouais. Ça, certains vont me dire, c'est quoi ça? Ça, c'est une propriété mathématique. Je sais, c'est rare qu'on... Maintenant, on le fait plus trop. Mais en fait, quand vous dites racine carrée de n, ok? Donc, racine carrée de... Racine, enfin, quand vous dites racine... racine deuxième, racine troisième, enfin... Racine carrée, racine cubée, racine puissance 4, racine puissance 5, ainsi de suite. Donc, racine puissance n de x... c'est égal à x puissance 1 sur n. Ok. Par exemple, si je dis racine carrée de 2, en fait, c'est 2 puissance 1 demi. Et si je dis, par exemple, 2 puissance racine carrée de 9, enfin, racine cubique de 9, en fait, c'est 9 puissance entière. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est des propriétés comme ça qui servent et qu'il faut bien avoir en tête dans son petit bagage. Ok. Voilà, je vais pas... Là, maintenant, on va juste mettre les données, faire le calcul, vous donner le résultat directement pour aller un peu plus vite. Ok. Donc là, application numérique. Donc là, faites-la bien proprement. Là, et prenez votre temps quand vous la faites. En général, c'est mieux de la faire à la main et ensuite, de pouvoir vérifier ce résultat à la calculatrice. Ok.
Comme ça, au moins, vous êtes plus serein. Donc, t carré, on a dit. Donc, t carré. Donc, t, ça, c'est important aussi de l'avoir. On l'avait relevé dans la première question. Et pour ceux qui le regardent en jour, et ben là, ça aurait été la merde, hein, clairement, parce qu'il fallait le reconvertir en secondes. Ok, donc là, heureusement, on l'a converti directement en secondes, vous voyez. Donc, ça fait 3,65 10 puissance 5 secondes. Voilà. Comme ça, là, du coup, on est tranquille. On n'a pas de problème. Donc, t carré, c'est 3,63 10 puissance 5 secondes, le tout puissance 2 fois, donc la chose suivante, je me rappelle plus de la formule, c'est G, donc 6,67 10 puissance moins 11 fois la masse de 51 peg A, donc masse de 51 peg A, c'était tout simplement 1,89 10 puissance 30. Ok, donc 1,89 10 puissance 30. Et ça, donc, on avait divisé par la chose suivante, donc 4 pi carré. Voilà. Et puis après, je vous laisse faire le calcul. Je vais vous donner directement le résultat, comme j'ai déjà quelque part. Donc, le résultat, il est égal à la chose suivante. C'est 7,12 10 puissance 9. Et donc là, on est en mètres. Ok. Donc, 7,12 10 puissance 9 mètres. Voilà, donc ça, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc, quatrième question. Bon. Comparer les caractéristiques du système double de l'exoplanète 51 peg B et du son étoile à celle donc du système Mercure-Soleil. Bon, là je vais dire oralement par la plus vite, parce que c'est pas la question la plus intéressante à mon humble avis. Bon, là qu'est-ce qu'on peut constater? Et ben on peut constater, donc première chose, la distance entre comment ça s'appelle, entre Mercure et... Donc voilà, ça c'est une chose qu'on peut faire pour comparer les caractéristiques. Déjà on peut comparer tout simplement les distances, ok. Donc là on compare, déjà on constate que, alors c'est pas T, pardon, c'est R. Voilà, rayon de l'orbite. Là je peux faire, voilà. Donc c'est R, rayon de l'orbite qu'on cherche. Hein. Attention, c'est pas R, là c'est pas T. Donc là, le rayon de l'orbite, on constate qu'il est à peu près 100 fois plus grand. Et donc pourtant la durée... Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Voilà, comparer les orbites et les rayons d'orbite. Donc ça fera plus grand, à peu près en ordre de grandeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut comparer? Oui, on peut comparer la période de révolution. Donc à la période de révolution, au départ, on avait relevé 4,2 jours. Tandis que là, on est sur du 88 jours. Donc ça veut dire que pour le système Mercure-Soleil, et ben, on a donc un rayon d'orbite plus court, mais tout simplement une durée de révolution plus longue, donc une vitesse de révolution qui est plus lente en comparaison avec le système 51 peg B et son étoile. Ok, voilà, donc c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Maintenant, on passe à la partie B, donc celle qui est un peu plus intéressante avec la lunette astronomique. Donc ça, c'est une autre leçon qu'on abordera dès qu'on aura le temps. J'espère cette année quand même, parce que après l'année prochaine, ça risque d'être compliqué pour moi de vous tourner d'autres vidéos. On verra ce que je fais, mais ça risque d'être compliqué. J'espère pouvoir le faire cette année quand même. Donc, première chose, indiquer si on peut distinguer 51 peg A de 51 peg B à l'œil nu. Donc là, c'est super, on vous rappelle l'approximation des angles petits avec la tangente, tout ça. Voilà, donc on vous dit que pour des objets très lointains comme les étoiles, l'angle alpha qui sépare deux objets A et B qui sont vus de la Terre est donné par la relation suivante. Donc là, alpha égale AB sur D, ok, où D c'est la distance entre notre œil et l'objet vu de loin. Et AB, donc c'est la distance entre les deux objets, ok, tout simplement. Donc là, premièrement, il faut indiquer si on peut arriver à distinguer 51 peg A de 51 peg B, sachant que l'angle minimum pour lequel on peut le faire, c'est 3,010-4 radians, ok. Donc, du coup, et ben, ça revient à chercher alpha, ok. Donc, alpha, c'est l'angle à l'œil nu, enfin, c'est l'angle sur lequel, bah, tout simplement, l'étoile est vue à l'œil nu, ok. Donc, on y va. Donc, on a D. Donc, D, on nous donne quoi pour D? Donc là, D, il faut regarder avant. Ok, bravo. Donc, c'est la distance entre, par exemple, donc là, on donne effectivement la distance entre la Terre et l'étoile. 51 peg A. Ok. Donc, du coup, ça fait 4,53 10 puissance 17. Là, ils sont gentils, ils ont converti en mètres. Mais ils auraient pu vous la laisser en kilomètres. Voilà, donc ça, c'est la distance D. Et deuxième distance, il nous faut la distance entre les deux objets. Ok, entre l'étoile et la planète. Bah, super, elle est donnée. Donc, AB,
c'est 7,5, 10 puissance 6 km. Alors, oui, convertir en mètres, donc ça fait 7,5, 10 puissance 9 mètres. Attention, on ne se fait pas avoir bêtement. On va avoir le bac, nous. Et après, bah, or, vous vous rappelez la petite relation qui est présentée dans l'énoncé. Donc, alpha, l'angle sous lequel l'objet est vu de loin, c'est AB divisé par grand D. Ok, ça, bah, ça sort pas nulle part, en fait. C'est tout simplement la formule de la tangente. Si vous placez dans un triangle, donc là, avec l'approximation des angles petits, déjà, vous dites que alpha, c'est environ égal à la tangente de alpha. Parce que vous êtes sur un angle de degré inférieur à 0,1 radian, ce qui est très petit. Puisque 1 radian, en gros, c'est 60 degrés pratiquement. Ok, c'est 57,1 degrés. Ok, donc c'est à peu près 60 degrés. Donc, bah, si vous êtes sur du 0,1 radian, bah, vous êtes sur un angle très petit. Ok, moins de 6 degrés. Donc, du coup, enfin, alpha, c'est bah, approximativement égal à l'angle, à la tangente de alpha. Ok, pour les angles petits. Et donc, la tangente, par définition, bah, vous prenez le côté opposé, donc côté AB, sur le côté adjacent, grand D. Voilà, donc elle sort de là, cette magnifique relation. Voilà, donc on en parlera quand on fera les entiers. Donc du coup, bah, on fait calcul, hein, tout simplement. AB divisé par D, donc c'est 7,5, 10 puissance 9, divisé par 4, 53, 10 puissance 17. Bon. Et donc là, on peut effectuer, là directement, je vous donne le résultat que j'ai. Normalement, quand vous effectuez les calculs, vous trouvez la chose suivante. Donc, vous trouvez alpha qui est égal à, donc, la chose suivante, 1,57, 10 puissance moins 8 radians. Donc, 1,57, 10 moins 8 radians. Ça, vous dites que c'est inférieur à 3,0, 10 moins 4 radians. Donc, conclusion, bah, l'œil ne peut pas distinguer, bah, l'étoile de la planète, ok? Donc, je ne peux pas distinguer. Donc, PEG, 51 PEG, donc ici 51 PEG B de son étoile. Voilà, donc ça, c'est une première chose de faite. Deuxième chose, c'est tout simplement bah, compléter le schéma. Donc là, c'est très classique, la deuxième question. Ça, il faut savoir la refaire. Donc, si vous avez du brouillon chez vous, vous prenez tous les brouillons possibles de la Terre, imaginable, tout ce que vous voulez. Je m'en fiche, mais vous prenez un brouillon, vous refaites la construction parce que ça, c'est du classique. Ok, du classique. Au bac, très souvent, vous avez des constructions bah, en rapport avec les lentilles. Et d'ailleurs, cette année, ceux qui ont suivi, et bah, au bac, il y a une construction à faire le jour 1, hein, pas le sujet du jour 2, mais le jour 1, il y a un sujet, il fallait construire l'image, donc qui était donnée par une lentille. Donc ça, il faut savoir le refaire. Donc là, bon, maintenant, je m'embête même plus quand j'ai une construction comme ça à faire. Je vous dis tout de suite, même si ça ne m'est pas demandé, je mets toujours un peu plus. Ok. Alors, les faisceaux, c'est rare qu'on vous demande les faisceaux. Mais par contre, tout ce qui est rayon lumineux maintenant, les angles, très souvent, c'est demandé. Donc ça, il faut savoir bien les placer, bien les repérer. Et après, bah, tout va bien. Donc là, vous avez une lentille. Vous avez une autre lentille qui est cette forme-là. Parce que oui, une lunette astronomique, on le verra dans le cours. Mais c'est deux lentilles, en fait. C'est deux lentilles qui sont séparées d'une certaine distance. On en reparlera dans le chapitre lentilles. Là, vous avez un foyer. Donc ici, c'est F'2. Vous avez le foyer objet, donc de la deuxième lentille. Donc ça, c'est F2. Et on dit qu'en fait, ce système optique, il est afocal. Ce qui a pour conséquence que du coup, F2 est confondu avec F'1. Où F'1 est le foyer image de la première lentille. La première lentille, on appelle ça l'objectif. La deuxième lentille, j'appelle ça l'oculaire. Comment résoluer? Ça, c'est ma méthode partenaire. Et après, bah, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a nos deux rayons lumineux, voilà, qui arrivent sous cette forme-là. On a l'angle alpha, donc c'est l'angle sous lequel on peut voir notre objet à l'œil nu. Et après, donc, ce qu'on va faire, on va construire tout simplement la marche des rayons lumineux au travers de la lunette. Ok? Donc là, pareil, comme c'est des rayons, n'hésitez surtout pas à mettre le sens de ces rayons-là. Ok? Bah, voilà. Et deuxième chose aussi, très importante, vous allez au niveau du foyer
sur le plan focal, image, donc F'1, donc, qui est perpendiculaire à cette droite-là, à l'axe optique, et vous allez donc tracer l'image intermédiaire, ok? Donc l'image intermédiaire, vous pouvez le nommer par exemple A1, B1. Ceci va vous aider du coup à tracer ce rayon-là, qui lui par contre sera dévié, hein, et il sera dévié de sorte à arriver ici, ok? Bravo. Donc ça c'est ultra important, ça va refaire la construction. Pareil, on prendra le temps dans le chapitre sur les lentilles pour le refaire. Après, une fois que c'est fait, pour avoir les rayons qui ressortent de la lentille, en fait, vous allez partir de l'objet, ok? Et vous allez tracer le rayon qui part de ce point-là jusqu'à ce sommet, ok? Comme ceci. Donc, ce rayon est virtuel. Voilà. Et après, bah, vous allez essayer de tracer la parallèle à ce rayon-là, passant par ce point, ok? Et de même, du coup, on va compléter, on va le faire passer aussi par ce point-là. Et donc, ce rayon-là qui va passer par ce point-là, on va le faire parallèle à celui-là, ok? Voilà. Donc là, on a nos deux rayons, magnifiques. Et donc, l'image est formée en un point B', situé à l'infini. Ok? Et donc ça, on appelle ça B' infini. B' infini, B' infini. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est le schéma très classique qu'il faut savoir refaire. Pareil, du coup, pour les angles, on a alpha prime. Là, on a alpha toujours. Et alpha prime, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet, mais avec la lunette. Donc là, alpha prime. Et là, alpha prime. Là, c'est du classique. Et d'ailleurs, alpha et alpha prime, on le retrouve ici, 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 ici. Ok? Puisque c'est parallèle, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est la construction très classique qu'il faut bien maîtriser sur ce chapitre. Mais on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Ok? Si on a le temps cette année, je vous en reparlerai, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ça, c'est pour la question numéro 2. Maintenant, pour la question numéro 3, donc, établir l'expression du grossissement de la lunette en fonction de la distance focale de l'objectif et de la distance focale de l'oculaire. Donc ça, c'est du classique, c'est une démo qu'il faudra savoir refaire aussi dans le chapitre. Donc, bah, premièrement, il faut partir de la définition même du grossissement. Et donc ça, c'est une définition que vous devez connaître. Par définition, le grossissement, G, c'est tout simplement égal à quoi? C'est θ', donc l'angle sous lequel l'objet est vu avec la lunette, divisé par θ. Ça paraît logique, puisque l'objet, quand il va être vu avec la lunette, eh ben, il faut augmenter l'angle de vue pour qu'il se rapproche ou qu'il soit supérieur à l'angle, au pouvoir séparateur de l'œil. Ok? Donc, du coup, ça sera θ' sur θ. Or, d'après l'approximation des angles petits, et là, c'est, on va dire, c'est une évidence, vous n'avez pas le choix, vous devez passer par là. Sinon, bah, si vous n'avez pas cette approximation-là des angles petits, vous ne pouvez pas vous en sortir. D'après l'approximation des angles petits, et ben on dit que tangente alpha, c'est la même chose que θ. Donc pour des angles inférieurs à 10-1. Et tangente alpha, ben on a dit quoi? C'est le côté, c'est l'hypoténuse, c'est le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Donc le côté, comment dire? Le côté opposé, du coup, c'est A1, B1. Divisé par cette distance-là. Cette distance-là, donc sa distance qu'il y a de O, alors on va nommer ça O2, O1, donc sa distance O1, F'1, et O1, F'1, en fait, bah, c'est tout simplement F'1, sa distance focale 1. Et de même, bah, θ', on dit que c'est égal à environ tangente de θ', et donc là, c'est le même principe, θ', je prends ce côté adjacent, donc A1, B1, que je divise par F2 O2, qui est égal à F' de sa distance focale, bah, pour la lentille 2. D'où, en combinant les relations, on a la chose suivante. Donc, on en déduit que grand G est égal à alpha prime, ok, qui est égal à la tangente de alpha prime, qui est égal donc à A1, B1 sur F'2, divisé par la chose suivante, donc divisé par A1, B1 sur F'1. Divisé par une fraction, vous êtes au courant que c'est multiplié par son inverse. Donc ça revient à faire A1, B1 sur F'2 fois F'1 sur A1, B1.
Et là, résultat très classique sur lequel vous devez même plus le choquer à force parce que vous aurez fait la démo tellement de fois. Et bah, après simplification, vous trouvez que le grossissement G, c'est créer F'1 sur F'2. Donc ça, c'est une démo à savoir refaire. Voilà. Donc du coup, ça c'est pour la question numéro 3. Voilà. Donc ça, c'est une question très classique qui tombe beaucoup de fois dans les sujets bac, honnêtement. Ça, si vous l'avez fait au moins 3 fois, je pense que vous êtes gavé, vous avez l'habitude. Et donc, bah, au fur et à mesure, vous allez pouvoir gagner en rapidité, en fluidité sur ce genre de questions. Ok, va à vous. Donc, du coup, quatrième question. En détaillant le raisonnement, indiquez si on peut distinguer 51 peg B de son étoile à l'aide du matériel disponible. Donc, on vous dit qu'on a un objectif de distance focale f'1 égale 900 mm et plusieurs petites oculaires de distance focale f'2 égale 6,0 mm, 10,0 mm et 20,0 mm. Donc, le but, ça est toujours en deux temps. Dans un premier temps, pour chacune des oculaires, on calcule le grossissement. Ok. Alors attention, ne confondez pas comme moi, au début, je faisais grossissement et grandissement, s'il vous plaît. Ok, grandissement, c'est pour... c'est quoi ça s'appelle? C'est pour une nette convergente, ok. Donc, c'est gamma qui est égal à la taille de l'image sur la taille de G, par exemple, ou du coup, la distance qu'il y a du centre vers l'objet, vers l'image, divisé par la distance qu'il y a entre le centre et l'objet de départ. Et donc ça, c'est pas la même chose que le grossissement que les étudiants, ok? Donc faites gaffe, confondez pas les deux. Voilà, je vous dis, ça peut servir. Parce qu'on ne parle pas du tout de la même notion, du coup, et des mêmes masses. Donc, et du coup, ça s'écrit pas pareil non plus. Voilà, ça permet d'éviter certaines erreurs d'orthographe par la même occasion. Donc là, pour chacune des oculaires, on va calculer donc le grossissement, comme je disais. Et une fois que j'ai calculé le grossissement, et je vais pouvoir en déduire l'angle sous lequel notre étoile va être vue à partir de chacun des grossissements. Donc là, je verrai déjà assez grossièrement pour les calculs. Après, vous, pareil, faites-le bien quand même sur votre copie. Ok. Donc, on va faire pour oculaire de 6. Du coup, on a dit que G, c'est F'1 sur F'2. F'1, du coup, c'est toujours la focale de l'objectif. Donc 900 divisé par 6,0. Et donc ça, si vous effectuez le calcul, vous trouvez 1,5 10 puissance 2. Ok. Ça, pareil, ça n'a pas d'unité de grossissement. On va faire de même pour l'oculaire de 10,0 mm. Donc G, c'est F'1 sur F'2. G, c'est égal à, du coup, 900 divisé par 10,0, ce qui fait 9,00, 10 puissance 1, tout simplement. Ok. Après, on fait de même pour l'oculaire de 20 mm. Donc, pour l'oculaire de 20 mm, on va calculer le grossissement. Donc, ce sera F'1 sur F'2. Donc, G égale 900 divisé par 20. Et donc, ça fait 4,5, 10 puissance 1. Voilà, donc j'ai mis le grossissement à chaque fois. Donc maintenant, à partir de chacun des grossissements, on détermine l'angle sous lequel donc notre système il va être vu à travers la lunette. Et si cet angle il est supérieur à l'angle de séparation, dans ce cas-là, c'est nickel. On pourra distinguer les deux objets. Si c'est pas le cas, et on peut pas les distinguer. Donc on y va. Donc on détermine alpha prime pour chaque oculaire. Alors ça, pareil, alpha prime, alpha, il faut bien comprendre ce que c'est à chaque fois. Parce que c'est toujours la même chose, mais si vous n'avez pas compris, ça va être compliqué. Donc alpha prime, c'est bien l'angle sous lequel on voit l'objet à travers la lunette. Et alpha, c'est l'angle sous lequel l'objet est vu sans la lunette, donc à l'œil nu. Ok. Voilà, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et puis après, du coup, quand on les place, en fait, faut vous dire là, ce que vous faites, ce n'est qu'un modèle. En réalité, on n'a jamais découvert ce que c'est que... Enfin, on n'a jamais exploré en tout cas l'intérieur très détaillé d'une lunette. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est bien plus compliqué qu'un jeu de deux lentilles. Ce serait plusieurs lentilles superposées les unes à la suite des autres, mais voilà, c'est bien plus compliqué que ça en tout cas. Voilà, donc on fera, ne vous inquiétez pas, on fera une petite histoire des lentilles d'un chapitre des lentilles, mais pas tout de suite. Donc on y va. Bon, pour oculaire de 6 mm. Alors du coup, on a dit que G, c'est θ prime, enfin c'est alpha prime sur alpha. Ce qui veut dire que alpha prime, c'est G fois alpha.
Donc alpha prime, c'est, on a dit 150 fois alpha. Donc ici, alpha, on avait trouvé combien déjà? On avait trouvé 1,57. 10 moins 8, bon. Là, alpha prime égale. Donc ça fait 2, 4, 10 puissance moins 6 radians. Donc qui est inférieur à l'angle de séparation. Moins 3,0, 10 moins 4 radians. Donc là, vous savez déjà qu'en prenant le plus gros grossissement, et bah déjà vous êtes mort, vous ne verrez rien. Donc, ça sera même prendre des grossissements inférieurs, puisqu'en effet, bah, G et alpha, ils sont et alpha prime, ils sont proportionnels. Donc si G est petit, alpha prime est petit aussi. Ok, vous voyez. Donc là, bah, sans même faire les calculs, je peux déjà estimer que c'est mort. J'arrive pas à voir. Bon, alors, on va quand même les faire, c'est des calculs. Voilà. Donc, oculaire de 10. Donc, là, on va directement écrire pour alpha prime que ça donne. C'est donc, on avait trouvé 90, voilà. Fois 1,57, 10 moins 8. Donc là, on trouve pour l'oculaire de 10, de 4, oui, de 10. On trouve 1,41, 10 puissance moins 6 radians. Après, pour l'oculaire